Oui, bon. Donc, l'atelier 7, formation. Alors, initialement, évidemment, cet atelier était intitulé « Former les professionnels de santé », puis on s'est rapidement aperçu, évidemment, que devant la transversalité du sujet et l'interdisciplinarité du sujet, eh bien, nous avons décidé de changer le titre pour une seule santé, se former et s'informer pour agir. Et vous verrez qu'il y a de multiples liens avec les ateliers précédents, ce qui témoigne bien de la transversalité de cette question. Donc on a identifié plusieurs problématiques sur le sujet, une seule santé. D'abord, l'intégration hétérogène de la démarche Une seule santé par les professionnels. C'est évident qu'un architecte, et il y avait des architectes dans l'atelier, n'ont pas la même vision qu'un médecin ou il y avait des écologues aussi, n'ont pas la même vision. Donc, il faut arriver à homogénéiser, à ce que nous ayons une culture à peu près commune. Deuxième élément, le souhait d'une plus grande interdisciplinarité, une transdisciplinarité, une collaboration interprofessionnelle. On en parle depuis ce matin, tout le monde est en silo, on a vu les 35 plans silo. Tout ça ne peut pas durer. L'importance de la formation des professionnels, pas seulement les professionnels de santé, mais les professionnels en contact avec les populations, puisque chacun à son niveau a un rôle à jouer pour former et informer les populations. Et enfin, l'importance de la formation, donc en lien avec la démarche, qui sera réaffirmée dans les plans PNSE 3. Un mot, la formation plan PNSE 3 est restée lettre morte. Évidemment, j'ai eu des critiques sur le sujet, mais ça n'a pas du tout avancé. Je vous rappelle que la formation des professionnels de santé, notamment dépend, était déjà mentionnée dans le premier PNSE il y a 15 ans, et qu'on a très peu avancé. Et nous espérons, avec quelques échos, qu'au plan national santé-environnement numéro 4 qui va sortir, des éléments de progression vont arriver, notamment dans le premier cycle des études médicales. La suivante, je me le dis à moi-même. Donc, Valentin Renaud, qui a fait un immense travail, m'a proposé, à bon escient, une structuration, les éléments des recommandations de cet atelier, une structuration des connaissances et de l'ordre de formation, car elle existe, elle est méconnue, mais elle existe. Et puis la déclinaison en cycle secondaire, en enseignement supérieur, en formation continue et en professionnalisation, et après le volet population, avec les relais nécessaires pour former et informer les populations. Recommandation numéro 1. En cycle secondaire, nous sommes au collège et au lycée, et il faut évidemment promouvoir dans ces programmes, il faut que la culture Une santé commence dès le plus jeune âge. J'ai bien aimé 10 plantes, on aurait pu rajouter 10 légumes, hein, vous savez que 90% des enfants ne savent pas ce que c'est qu'une betterave s'ils la voient, hein, par exemple. Hein, la CEF avait vu une étude sur le sujet. Donc il faudra rajouter 10 légumes à 10 plantes et 10 animaux. Donc promouvoir dans les collèges, évidemment, ces notions d'une seule santé, ces liens entre santé humaine, animale et environnementale. Il existe déjà, notamment le programme européen e-Bug, qui parle surtout d'hygiène, mais aussi d'antibiorésistance et d'immunité, des programmes existants. Donc il faut se servir des outils existants et les développer, évidemment, pour les collèges et les lycées. Et donc, évidemment, en corollaire, les enseignants doivent être informés. Dans l'enseignement supérieur, il faut mettre un tronc commun sur la démarche Une santé, une culture commune, avec évidemment un nombre d'heures significatif, dans les corps et les métiers suivants. Donc, je ne vais pas vous les lister. Je peux vous dire que, par exemple, les vétérinaires ne sont pas dans les professionnels de santé. Hein, la santé animale n'est pas la santé humaine, visiblement. Mais plus intéressant, donc, les agronomes, les ingénieurs du vivant, les urbanistes, les paysagistes, je cite que ça, les journalistes, on en a parlé ce matin, les journalistes de la santé doivent être formés. Bien sûr, les professionnels de la petite enfance, avec les crèches La Belle Vie, un élément particulièrement important. Et la liste n'est pas exhaustive, rien n'est fermé. En pratique, il faut désigner dans les facultés des écoles de ces corps de métier une commission environnement-développement durable, dirigée par un référent. Alors, je vous donne un exemple en médecine. Il faut un référent développement durable qui s'occupera aussi de la santé-environnement et d'une seule santé. C'est une des propositions de Jean Sibilia que vous avez entendu ce matin. Développer un référentiel de formation et les outils de diffusion. Et y mettre les moyens. Si on n'a pas les moyens pour faire ce référentiel et pour faire les outils, il y a eu beaucoup dans le PNSE précédent des éléments sur ce sujet, mais rien n'a abouti faute de moyens. Donc il faut des moyens, et c'est le leitmotiv de toutes ces recommandations, et avoir du matériel humain aussi, pas seulement financier, avec un nombre de postes suffisant pour développer cet enseignement. La recommandation numéro 3, nous passons chez les hauts fonctionnaires.
Évidemment, il faut développer et consolider. Il en existe quelques-unes, mais il faut les développer avec un tronc commun des hauts fonctionnaires administrateurs. Ils sont au premier rang des décisions publiques. Il faut qu'ils soient sensibilisés. Souvent, je discute avec les conseillers du ministre, ils viennent tous ingénieurs des mines, hein, pas tous, j'exagère, je caricature, mais il faut que les ingénieurs des mines soient formés au sujet, puisque c'est eux qui dirigent la politique en partie nationale. Formation de e-learning, évidemment, pour tous les acteurs, en fait, qu'ils soient publics ou privés. Instaurer un cycle des hautes études. Et le Haut Conseil des hautes études et EVET AgroSup peuvent travailler dessus. Et au plan international, bien sûr. Poursuivre le développement du projet OMS-OIE. L'OIE, c'est la santé animale. Vous avez vu le nombre d'acronymes incroyables qu'il y a, de formation continue. Ces projets sont des exercices communs en cas de crise sanitaire et environnementale pour les prévenir et les traiter. Et en pratique, donc, il faut porter, ce sera notre rôle au niveau politique et de la fonction publique, ces recommandations, là aussi avec les moyens financiers qui devront être associés. Le service sanitaire des étudiants en santé, ces 6 semaines, il faut que la démarche Une seule santé soit intégrée à ces thèmes. Actuellement, c'est uniquement la dictologie, la santé sexuelle, l'alimentation, enfin les choses de base. Il faut élargir ça pour avoir une vraie politique de prévention et qu'ils soient capables d'apporter ça là où ils vont aller, dans les écoles, etc. Et donc, il faut intégrer un socle théorique, parce que s'ils ne sont pas formés, je ne vois pas comment ils pourront diffuser l'information. Donc, on retombe toujours sur cette formation de tous les acteurs, et là aussi, allouer les moyens pour le permettre. Je passe la parole à Valentin Renaud, et je le remercie encore pour son action. Donc avec le 3e volet qui a porté sur la formation continue et la professionnalisation, avec une 5e recommandation, qui vise à développer l'offre de formation continue, relevant justement de cette démarche Une seule santé. Alors bien évidemment à destination des professionnels de santé, mais pas uniquement, et ce en développant des modules de formation continue et en consolidant les compétences qui peuvent être acquises par le biais de ces modules, et en invitant, dans le cas des professionnels de santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu à considérer cette démarche d'Une seule santé comme prioritaire. Une 6e recommandation qui vise à favoriser la reconnaissance de ces formations continues, toujours en lien avec cette démarche Une seule santé, mais pour aller justement au bout de la démarche, valoriser également les compétences qui peuvent être acquises par le biais de ces formations sur le marché de l'emploi. Ceci peut se faire par 2 mises en œuvre pratiques. La première, c'est celle d'utiliser la démarche de responsabilité sociétale des entreprises comme un levier. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, mettre en place une RSE pour promouvoir une production médicamenteuse plus propre et locale, ou instaurer une RSE pour contraindre les entreprises à évaluer l'impact des métabolites rejetés par cette production médicamenteuse dans l'environnement. La seconde mise en œuvre pratique est celle de faciliter le processus d'accréditation de telles formations afin de mieux les valoriser selon un cahier des charges spécifique. Le 4e volet de cet atelier portait sur l'information et la sensibilisation des populations, avec justement une 7e recommandation qui préconise d'informer et de sensibiliser les populations à cette démarche, et ce, en développant des outils de sensibilisation, mais pas uniquement, c'est-à-dire également veiller à leur diffusion et à leur appropriation par les professionnels, et notamment par les professionnels de santé auprès des communautés professionnelles territoriales de santé, et également valoriser, alors dans le secteur agroalimentaire, mais pas uniquement, les organismes qui cherchent à relever de cette démarche Une seule santé par le biais d'un label. Le dernier volet de cet atelier a porté sur la structuration des connaissances et de l'offre de formation, puisqu'en effet, dans la 8e recommandation, il est préconisé d'internationaliser l'offre de formation, qu'elle soit initiale ou continue, toujours autour de cette démarche Une seule santé, et d'améliorer le rayonnement international des formations françaises. Et pour que cette recommandation puisse être effective, il est nécessaire de désigner une entité légitime pour un certain nombre de rôles qui visent justement à mieux structurer cette offre de formation. Également poursuivre l'inventaire des offres de formation qui a été initié au sein de cet atelier et créer une plateforme de référencement qui hébergerait notamment justement cet inventaire des offres de formation, mais qui constituerait également un centre de ressources avec un certain nombre d'informations, comme la liste des organismes ressources, des appels à projets, des retours d'expérience, etc.
Donc finalement, cet atelier s'est structuré autour de 5 axes, avec d'une part l'enseignement secondaire et la formation initiale dans l'enseignement supérieur, mais également la structuration de l'offre de formation et l'amélioration de son rayonnement international, le développement de la formation continue et la valorisation des reconnaissances sur le marché de l'emploi, et enfin, bien sûr, l'amélioration de l'information et de la sensibilisation des populations. Je tenais à remercier bien évidemment l'ensemble des participants de cet atelier pour leur implication et leur travail qui, je le rappelle, a vocation à être poursuivi et dont la richesse et la légitimité, et là je ferai écho à ce qui a été dit ce matin, s'illustre par la transdisciplinarité et la diversité des corps de métier impliqués dans les réflexions de ce travail. Et je vous remercie pour votre attention.